La RTI vous offre Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Une très belle nuit, voilà, ça annonce et nous sommes là pour vous entretenir comme tous les samedis avec toutes nos chroniqueuses. Mais pour l'instant, avant de les présenter, madame, monsieur, je voudrais vous dire que près d'un tiers des relations amoureuses naissent dans l'entreprise. Si travailler avec sa moitié peut se révéler idyllique les premiers temps, il n'en reste pas moins difficile de tenir souvent la distance. Comment arriver à concilier boulot et famille? Quelles seraient les recettes du succès? Pour y arriver, en tout cas, merci de vous caler bien dans vos fauteuils parce que notre invité travaille avec son épouse et on en saura davantage évidemment sur les recettes de ce succès. Mesdames, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bien. Ça va, on y va, on est d'attaque? Hein? Yeah. Mais en tout cas, vous êtes mimi à croquer ce soir. Merci. Comment préserver les bonnes relations quand on travaille en famille? Déjà des exemples de grandes familles qui ont bâti des empires. Hein. Et vous avez en Tanzanie la famille Bakressa. Je ne les connais pas évidemment grâce à Internet. Abi, merci. Ils sont dans les produits alimentaires. La famille Fotso, c'est ça, hein? Fotso au Cameroun. Vous avez la famille Dantata. Au Mali? Non, non. Nigeria. Thank you. La famille Billon, voilà, Côte d'Ivoire. On a la famille Diago également ici. La famille Ashkar au Mali. Amik, c'est ça, hein, Ami, qui ont le groupe Ami. Vous avez Ackerman, South Africa, Afrique du Sud. Sur le continent, il y a donc des familles qui ont bâti des empires et qui, en tout cas, une success story. Et nous allons revenir en Côte d'Ivoire et faire un clin d'œil au monde de la restauration. Et on ouvre la porte en même temps à notre invité, puisqu'il y travaille avec son épouse. Et ça marche pas mal. Alors, je voudrais vous parler un peu de ce monsieur. Il s'appelle monsieur Ané. Une idée, bon, c'est pas grave, ne réagissez pas, merci. Alors, il a travaillé ici avec son père qui est restaurateur. Il a commencé à temps partiel à 14 ans et à temps plein à 21 ans. Alors, il est allé donc en 2004 aux États-Unis. Il a rencontré son épouse et ils ont eu donc un restaurant de 2005 à 2010 à Atlanta. Et puis ensuite, rentré à Abidjan, ils ont ouvert Norima. Ensuite, Sacan, Mondial. Ah, ok. Oui. Anna dans les hautes sphères, hein, parce que je n'ai même pas terminé. Voilà, Sacan, Mondial et Zanda Traiteur. Alors, ils étaient donc ensemble de la restauration et il dit qu'ils ont travaillé ensemble par concours de circonstances. Voilà. Mais ils ne se séparent jamais, ça il faut ajouter. Ils sont On ne toujours voit jamais ensemble. l'un sans l'autre. Tu l'as vu ce soir ici? Oui. Elle est là. J'espère que nous envoyons. Ça, c'est chic, ça. Alors, donc, il dit qu'ils ont la chance d'être dans un secteur d'activité qui n'attire pas de nombreux professionnels, en fait. Ivoiriens. Et son plat préféré, imaginez, Stéphie, quelque chose. Plat préféré de monsieur Ané, non pas les escargots. Choukouya. Abi, selon toi? Sauce gombo. On se dit, toi? Choukouya. Anna, selon toi? Des petits critiques? Non, que de bœuf. Que de bœuf braisé. Il aime le choukouya. Oh. En ce temps, tu es suspecte. Oui, mais écoute, il faut se renseigner. Hein. Alors, mesdames, messieurs, voilà, pour votre plaisir et le nôtre, nous allons accueillir notre invité. C'est monsieur Ané, qui travaille avec son épouse, monsieur Franck Ané, qui va venir dans la maison de ces 5 femmes, comme disait Magnifique, 5 femmes, la maison des affairages. Bonsoir, Stéphie, Joyce, Abi, monsieur Franck Ané, Anzata, Anna Baï Traoré. Merci, prenez place, merci d'être là. Et Christelle, voilà. Comment allez-vous? Ça va très bien. On imagine que vous sortir là de... C'est pas évident avec vos activités, gérer plusieurs restaurants. Non, on a un bon système de travail, ça va, on arrive à se libérer.
Ça va. Mhm. Et vous êtes là ce soir avec madame? Oui, bien sûr, toujours. Ensuite, on n'avait pas tort. Alors, on lui demande, on y va direct hein, au On blind y va pour ça. test. On y va direct, les filles? Soyez pas trop méchantes. Hein? Il n'a pas peur, il est serein. Ça va aller. Mais regarde du côté d'Anna, ça m'inquiète. Ah, ok. Il s'est renseigné. L'homme s'est renseigné. Alors, elle va vous poser 4 questions Ok. et vous n'aurez à répondre que par oui ou par non. Si vous estimez qu'il y a une question qui mérite des éclaircissements, eh ben, si vous n'avez pas oublié, dans le cours de l'émission, eh ben, vous pouvez donc y aller. Abi, vas-y. Question. Alors, êtes-vous désordonné? Non. Stéphie. Avez-vous déjà pris de très gros risques par amour? Non. Bah, dis donc, il n'est pas désordonné, il n'a pas pris de grands risques par De amour. très gros risques. Alors moi, je voulais savoir si c'est parce que vous êtes trop jaloux que vous travaillez avec votre femme. Non. Il sourit. Anna. Moi, en fait, je voulais simplement savoir s'il il arrive à avoir un précaré à lui. Oui. Il faut qu'on en sache davantage dans cette affaire de précaré. D'accord. Alors, le blind test étant terminé, on retiendra qu'il n'est pas désordonné, qu'il a déjà pris il ne prend pas de gros risques par amour. Ce n'est pas par jalousie qu'il travaille avec son épouse et qu'il a un précaré à lui. Il arrive à se... avoir Voilà, un donc- côté secret. On a affaire à quelqu'un qui est très sûr de lui. Hein, Oui. qui, voilà, tout est bien calibré, bien ciblé. A plus A, on sait que c'est voilà, A carré. Très organisé. Très organisé, voilà, pas de désordre, pas de chaussettes ici, par là et tout. Voilà. Bon, C'est un homme donc d'affaires. ça promet pour l'émission. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons laisser toute la place à Anna Baï Traoré pour son édito. Madame, monsieur, voici l'édito d'Anna. Chers auditeurs, selon Raphaël Laporta, professeur de finance à l'université Harvard aux États-Unis, il est surprenant de constater que la forme de contrôle la plus présente dans le monde n'est pas celle des banques ou des autres entreprises, mais la famille. Fin de citation. En effet, selon les statistiques disponibles, les entreprises familiales représentent selon les pays 70 à 90% des entreprises actives dans l'économie. Ces entreprises familiales ont pris une part active dans le développement économique des nations industrialisées, notamment occidentales, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie et j'en passe. En Afrique, et particulièrement chez nous en Côte d'Ivoire, de grands noms de familles sont étroitement liés à l'économie, parce qu'à l'origine de la création de grands groupes industriels ou commerciaux. Le succès de cette catégorie d'entreprises repose en partie sur leur flexibilité conséquente, le partage d'une vision commune et la durabilité des liens qui unissent les membres. Pour rappel, une entreprise familiale est une entité dont le capital est détenu majoritairement par les membres d'une même famille, généralement le père, l'épouse et le plus souvent les enfants. En dépit de ces atouts majeurs, les entreprises familiales ne sont pas à l'abri de certaines difficultés, dont les plus spécifiques sont les conflits familiaux. Alors, chers essentiels, que doit-on faire pour conserver de bonnes relations lorsqu'on travaille en famille? Toutes les familles sont-elles appelées à travailler ensemble? Pourquoi? Alors, on a vu que toutes ces grandes familles africaines que nous avons citées ont bâti des empires et travaillent en famille. Alors est-ce que vous pensez, M. Ané, Franck, que c'est un accélérateur ou cela pourrait freiner, par exemple, l'évolution des uns ou des autres? Atouts et faiblesses, par exemple. Ben, je pense déjà que il ne faut pas forcément voir le fait qu'on travaille en famille. Il faut peut-être voir le caractère du conjoint ou du frère ou de la sœur avec laquelle on travaille. Parce que des gens qui sont compatibles en fait au travail. Et dans la famille, il y en a qui ne sont pas. Je veux dire, si moi je regarde mes beaux-parents par exemple, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. C'est un couple qui est admirable et tout, qui inspire le respect, mais c'est des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble 2 jours, quoi. Ils ne pourraient pas du tout. Pourquoi? Parce que y en a un qui est très carré, tu as quelqu'un d'autre qui peut prendre des risques, et donc on sait que ça n'ira pas, quoi.
voilà, nous, on a peut-être la chance d'être compatibles en amour à la maison et aussi d'être compatibles au travail. Mais je veux dire, il y a des amis aussi qui travaillent ensemble, qui font des merveilles. Il y a des mères et filles qui travaillent ensemble, qui font des merveilles. Donc, il faut peut-être voir Le côté compatibilité. voilà, compatibilité au travail. Et complémentarité peut-être. Voilà, exactement. D'accord. Des gens qui peuvent pas, qui sont peut-être trop bossy, qui imposent des choses et donc ils vont faire des erreurs et c'est trop compliqué à gérer, donc ils ne peuvent pas travailler ensemble. Et puis il y a peut-être des gens qui ont ça naturellement. Nous, on a ça vraiment. On ne se rend même pas compte qu'on travaille en fait. Ouais. Voilà, un interprète, on y va, secret de femme. Alors, ce soir, dans notre rubrique dédiée à la femme, nous parlerons du travail en famille. Et inutile de vous dire que travailler en famille peut avoir de gros avantages car les liens familiaux peuvent booster notre envie d'aller plus loin et de nous imposer. Cependant, lorsqu'il y a des frictions, ce qui n'est pas rare d'ailleurs, cela peut entacher la bonne marche de notre business familial. Alors, quelles sont les clés du succès lorsqu'on travaille en famille? Tout d'abord, la première des choses à faire lorsqu'on a l'entreprise familiale, c'est de fixer les règles du jeu. C'est vraiment la base. Et les règles du jeu, c'est rédiger une charte familiale signée par tous qui stipule que les problèmes de famille se règlent en famille et que ces problèmes-là ne doivent pas empiéter sur la bonne marche de la vie professionnelle. Cela permet déjà d'anticiper sur les conflits qui peuvent survenir. Alors, il faut aussi formaliser clairement un contrat pour chacun. Ce que chacun peut apporter à l'entreprise familiale, ça, il faut le dire dès le départ. Et cela doit être défini, comme on a dit, à travers un contrat. Et il faut dire aussi qu'on ne construit pas sur des non-dits. Donc, il faut vraiment formaliser tout ça. Et attribuer les responsabilités en fonction des compétences. Ce n'est pas parce que c'est lui l'aîné qu'il doit forcément être le directeur général. Si on se, voilà, ou parce que c'est lui l'homme, donc il doit forcément être le directeur général, alors qu'il n'a pas les compétences. Donc il faut voir ça aussi. Et puis être respectueux vis-à-vis des employés qui travaillent avec vous, qui ne sont pas forcément de votre famille. Ça, il faut voir ce côté-là, parce que souvent, on a comme l'impression que les problèmes de famille interviennent dans l'entreprise, donc ceux-là se sentent un peu à l'écart. Et lorsqu'on est en couple, il faut penser au pire. Malheureusement, de temps en temps, il faut penser au pire parce qu'il peut arriver que le couple ne s'entend plus et qu'on décide de divorcer. Et même, c'est malheureux, mais il faut le dire, un décès peut survenir. Le décès d'un des conjoints peut survenir. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il existe des outils juridiques. Donc, il faut pouvoir en parler dès la création de votre entreprise. Et il faut penser aussi à vous octroyer des petits temps de liberté, des espaces de liberté, si je peux m'exprimer ainsi. Et il faut dire qu'on passe pratiquement 24 heures sur 24 ensemble et souvent, voilà, ça saoule un peu. Donc, voilà, donc on peut se séparer un moment, des petits voyages. Et bon, quand on se retrouve, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, ça ravive un peu la flamme. Voilà. Des petits voyages, tout Oui, seul. des petits voyages. Ben, dis donc, Oui. la voisine en bleu. Alors, justement, Monsieur Ané, réaction, additif ou contradiction? Je pense que ça se rapproche un peu de ce qu'Anne a dit tout à l'heure. Il faut être professionnel. Je veux dire qu'on peut travailler, être en couple et puis avoir des problèmes. Mais je veux dire que, par exemple, nous, on ne fait même pas d'efforts pour être professionnel. On sait que c'est ce qui est normal. Donc, on peut avoir des problèmes, mais... Encore y avoir des problèmes, mais les employés, les clients ne sentiront pas parce que ça passe sa place au travail en fait. Donc ça c'est déjà tellement clair. Il n'y aura pas d'éclat de voix dans le bureau. Jamais. Parce que c'est juste inadmissible en fait. Ça ne se fait pas dans le milieu professionnel. On ne va pas au travail pour faire palabre, on va au travail pour travailler. Voilà. Voilà, je disais dans ma rubrique qu'il faut penser au pire. Est-ce qu'il vous arrive de penser au cas où, bon, malheureusement, il y a un décès de l'un de conjoints ou encore un divorce? Non, mais il faut en parler, hein. Ça fait partie de la vie. C'est clair, mais ça fait partie de la vie, donc ça, c'est vraiment le pire, quoi. Mais vous parlez de ça, oui, je dis cela? souvent, je dis, mais si t'arrive un truc, je vends tout de suite. Je vends tout à la seconde. Je garde juste un petit resto parce qu'après... On est deux, on fait... ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je ne peux même pas imaginer travailler tout seul. C'est impensable, en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours des solutions. Hein. On peut... mais vraiment, je pense que je vais vendre. D'accord. C'est mon avis. Oui, Anna, rapidement. Excuse-moi, en fait, je voulais quand même... Comme il y a
il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent. Je voulais quand même qu'on fasse un peu la différence entre l'entraide familiale. Il ne s'agit pas de l'entraide familiale. Parce que l'entraide familiale, c'est quelqu'un, ton mari a son entreprise, ton frère, tu vas travailler, tu vas l'aider, mais pas pour un long temps. C'est-à-dire que tu ne perçois pas des salaires. En principe, si tu es dans le cadre de l'entraide familiale, tu ne dois pas dépasser un certain nombre de mois. On ne doit pas te payer parce que tu l'aides. Ici, on parle d'un travail professionnel. C'est-à-dire que notre invité a sa société. Il y a des tests qui régissent cette société. Il y a une comptabilité. Il paye ses charges, ses impôts. C'est vraiment une entreprise avec un organigramme clair. Seulement que, bon, il est le DG. J'aurais préféré que ce soit madame qui soit le DG, mais bon. Mais c'est elle, en fait. Mais comme il a dit, c'est elle, mais de facto, les autres. C'est un accord. Il faut qu'on dise que... Voilà. Alors, est-ce que c'est aussi facile de dire, oui, il faut être professionnel, il ne faut pas mélanger... problèmes familiaux et vie professionnelle, mais on se rend compte que pour certaines personnes qui travaillent ensemble avec soit leur épouse ou leur frère ou leur oncle ou leur tante, il y a souvent des éclats de voix au bureau. Il y a souvent où vous avez des employés enfin, on chuchote un peu. Ah, tu as appris ce qu'il a fait, il paraît que sa femme a dit, il paraît que ça arrive. Mais c'est le même cas aussi. Est-ce que vous, ce n'est pas votre background Non, je pense qu'il faut encore revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas forcément le fait qu'on soit en couple, c'est le conjoint, le partenaire. Parce qu'il y a des amis qui travaillent ensemble aussi et qui font plein de bruit, qui se battent. On a des parents qui travaillent ensemble, des fils et mères qui travaillent ensemble et qui s'engueulent devant les clients. Ça se voit souvent dans plein de quincailleries, dans des pâtisseries. Donc, je veux dire, c'est plus le caractère du conjoint ou du partenaire. Donc, en fait, on revient à la compatibilité. Encore. C'est vrai qu'il y a la compatibilité, c'est vrai, mais moi je parlerai aussi de compétences, de la capacité de travailler en famille. Parce que les éclats de voix, les bruits de couloir, j'appelle ça les bruits de couloir et tout ça, c'est parce que le secteur n'est pas professionnalisé. Tu vois, eux, ils ont... il y a une question de culture. Vous savez, il y a une question de culture. Il a fait des études. Vous avez certainement raison. Parce que quand tu vois le résultat du professionnalisme, tu vois tout ce que ça t'apporte, ça ne passe même pas dans ta tête de faire de chahuter quoi, en public. Oui, mais je pense que les autres sont professionnels, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas peut-être saisi. Ils ont des formations, parce que pour ouvrir de grandes pâtisseries comme on en voit, pour avoir une entreprise qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie, de route. Ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions aussi. Parce que souvent, on prend les problèmes de la maison et puis on se sent obligé de se bouder au travail. Tu sais, pérenniser, très souvent les entreprises familiales, c'est composé aussi bien des membres de la famille que d'autres personnes. Et puis, il y a certaines opportunités, il y a des succès qui sont peut-être pas dus à des facteurs maîtrisés, je veux dire comme ça. C'est-à-dire que ça dépend du contexte, du moment, des circonstances. Sinon, lorsque tu travailles, tu ne travailles pas avec ton frère ni ton mari, que tu travailles dans une entreprise, il ne t'arrivera jamais d'aller dans le couloir et de te mettre à crier. C'est clair. Parce qu'il y a des règles. C'est clair. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est clair là, ces règles-là, justement, disparaissent? Ben nous, c'est peut-être le contraire. Ça n'a jamais été établi. Quand on commençait il y a 12 ans, 10 ans, peut-être qu'on pouvait avoir ce genre de problème au départ. Mais après, je pense qu'on se règle. Il y a toujours un partenaire qui éduque l'autre ou on a un goal commun. Donc, il y a des choses qui... et la maturité aussi. La maturité aussi vient avec l'âge et tout. Donc, il y a des choses qui s'écartent naturellement de notre chemin. Encore une fois, il y a cette vision bien commune qui intervient. Et en plus, moi, je pense que quand on vit en couple, qu'on travaille dans une entreprise, je pense qu'on n'a pas à se crêper les chignons devant les employés. Ça sape l'autorité. Ça sape beaucoup l'autorité de l'un ou de l'autre. J'ai vu une secrétaire qui a reçu instruction de ne pas passer les appels à l'oncle. C'est comme ça que je dis. On a bloqué tous les appels et s'était transféré du côté de son épouse pour qu'elle fasse autre chose. Ne me demandez pas pourquoi. Christelle, avançons, mesdames. Je voulais juste ajouter quelque chose. Concernant les couples. Rapidement, concernant les couples, souvent on a remarqué que quand il y a une différence au niveau hiérarchique, ça pose problème. Quand par exemple la femme est plus ou moins au bas de l'échelle et que monsieur est directeur, ça pose problème. Ça veut dire, elle est quoi? En général, quand le niveau, par exemple, lui, avec sa femme, ils sont pratiquement au même niveau. À la limite, elle est la directrice générale. Mais quand l'épouse se retrouve
à être un simple employé. Mais il faut qu'elle commence bien pour Après aussi, Mais il ça faut pose des accepter. problèmes souvent. Moi Ça j'accepte pose dans des mon problèmes. couple que je sois le DG, mais tout le monde sait Ça pose des que problèmes. ma femme est vraiment Celle la qui pièce décide, essentielle quoi. de l'entreprise. C'est Je veux la dire, tête. voilà, c'est la C'est tête. l'âme. Donc Et- ça ne me dérange pas du La tout. femme n'est pas la pièce essentielle. Merci, mesdames. Quand elle n'est pas, Quand elle n'est pas la pièce essentielle, C'est parce Stéphie, qu'elle n'a pas de Stéphie, problème. la, Je parole- voulais prendre la une parole minute. vous est arrachée, mesdames. Je voulais prendre une Merci. minute J'ai pour la réagir. parole, je la garde et on va la passer à Abby pour voilà, la femme dans la presse et on va écouter ensemble comment cette thématique est traitée, les difficultés. Est-ce qu'il y a peut-être un pan des difficultés que nous avons abordées qui n'est pas mentionné ou qui est mentionné. Voici Abby pour vous, la femme dans la presse. Alors, c'est un sujet qui intéresse un grand nombre, au-delà de la presse, qui en parle, mettant en lumière des success stories d'entreprises familiales sur le continent. Eh bien, il y en a à profusion. Beaucoup d'articles sont consacrés à ce sujet avec parfois des interrogations, des appréhensions, des remises en question. Travailler en famille et, 3 points de suspension, rester une famille. Travailler en famille pour ou contre. Si certains sont sceptiques, eh bien, d'autres, par contre, affirment haut et fort que ce sont là les véritables clés du succès. D'autres, pour traiter du sujet, s'appuient sur des témoignages, des expériences heureuses ou malheureuses. En travaillant en famille, dira une jeune dame, j'ai gagné un super patron, mais j'ai perdu une sœur. Eh bien, voilà, elle reconnaît avoir un bon manager, et le revers de la médaille, c'est que les liens se sont brisés, tout simplement. Autre expérience, beaucoup plus heureuse, pour moi, travailler en famille, ce n'est presque plus du travail, ça fait partie intégrante de ma vie, alors qu'être salarié dans une entreprise classique, ce n'est qu'une tâche à accomplir. Je pense que là, tout à l'heure, Franck en a parlé, en disant que finalement, c'est comme s'il ne travaillait pas. Alors, dans le même ordre d'idées, travailler en famille, c'est œuvrer à son enrichissement et sa prospérité. Beaucoup de conseils quand même sur la façon d'appréhender le travail en famille. Cela va de la distribution des postes en fonction bien entendu des compétences de chacun à l'établissement d'une sorte de charte. Anzy en a parlé tout à l'heure, une charte familiale, des consignes en tout cas à suivre, des consignes claires sur la conduite à suivre, sur la façon dont il faut mener les activités au sein de l'entreprise familiale. Il y a aussi des articles qui traitent de ces affaires familiales à résonance politique qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. On retiendra que les frontières sont poreuses entre la vie professionnelle et la vie familiale. Le travail en famille, oui, 1000 fois oui. Le regard là-dessus a beaucoup changé et on l'étudierait même dans certaines universités internationales qui proposent des modules. On a aussi des réseaux internationaux à l'image du Family Business Network, une sorte de plateforme d'échange. Travailler en famille, c'est un exercice certes difficile, mais on note que bon nombre y parviennent. Certaines sociétés familiales résistent en tout cas au temps et aux tensions. Elles font même, comme qui dirait, figure de bons élèves de la gouvernance familiale. Voilà. Merci, Abby. Alors, Monsieur Ané, d'accord ou pas? Bah, je suis tout à fait d'accord. Je pense que j'avais même déjà... j'étais déjà allé dans la presse voilà, fait un plateau enfin, froid. Voilà. Élogieux, oui, d'accord, mais un plateau aussi qui retrace les difficultés. Elle a cité l'exemple d'une dame qui a dit « J'ai gagné un super boss, mais j'ai perdu une sœur. » Je vais encore me répéter, quoi, mais je pense que il y a des gens qui peuvent avoir de bons rapports en travaillant et peut-être pas de bons rapports je veux dire en famille, par exemple, bons rapports et peut-être pas bons rapports au travail. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment et là, précis? peut-être que ça a switché. Je pense que la famille d'abord. Hein. Donc, s'il faut qu'un membre de la famille sorte de l'entreprise, il faut qu'un membre de la famille sorte de l'entreprise. Pour avoir la paix. Oui, bah, absolument.
Oui, la famille d'abord. Et comment ça se gère quand il sort de la famille? Chaque mois, il a un petit revenu par rapport aux bénéfices ou bien il sort pour sortir? C'est mieux déjà qu'il sorte et que la famille soit toujours unie. Et ensuite, l'argent, bon, il peut trouver un autre boulot, comme on peut lui donner une subvention. Mais déjà, on gagne des deux côtés parce que la famille reste unie et le business avance plus facilement. C'est qui crée problème le plus souvent quand il sort et qu'il s'est dit que lui, il ne gagne rien dans l'affaire familiale. C'est ce qui pose le problème. Donc il reste et il empoisonne la famille. Voilà, c'est des gens qui ont un esprit réducteur et mais qui déjà ne veulent pas, qui veulent pourrir les... je pense qu'on gagne dans tous les cas quand la personne sort. Quitte à la payer, à lui donner quelque chose de façon mensuelle, au moins l'entreprise grandit. Mais si tu es dedans et que l'entreprise ne génère pas d'argent, après, on ne peut rien partager. Quand on a des frustrés et qu'on gagne de l'argent, tant mieux. Alors moi, j'aimerais lui poser une question à Franck. Par rapport, vous avez eu une expérience dans d'autres entreprises avant de vous-même vous lancer dans votre propre business. Alors, est-ce que la gestion managériale est différente? Quand on a... Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, parce que quoi qu'on dise, quand on travaille avec la famille, quoi qu'on dise, il y a toujours un petit côté léger. On n'est pas aussi... On réfléchit à 4 fois avant de se plaindre. C'est clair. Alors qu'avec un employé qu'on ne connaît pas, à la seconde, au quart de tour, on lui dit ce qu'on pense. Mais avec la famille... On met des gants. C'est clair. On est obligé de... C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Mais souvent, on ne met pas de gants et justement, on frustre très souvent le membre de la famille parce qu'on veut à ce membre, on a dit d'aller voir ailleurs, en fait. Christelle, à ce membre-là qui est frustré. La frustration. Moi, je voulais... En fait, voilà. On a dit frustré d'aller voir ailleurs. Non, en fait, peut-être que moi, je veux vraiment prendre le contre-pied de tout le monde. Parce que moi, je pense que quand on est en entreprise, tant que le frustré pensera qu'il a affaire à son frère, il sera frustré. Parce que, oui, tout à l'heure, Franck le disait, quand on travaille avec les membres de sa famille, il faut tourner la langue 4 fois, 5 à 6 fois avant de... Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de management, c'est vrai, peut-être qu'il y a des facteurs de famille dont il faut tenir compte. Mais un manager reste un manager. Qu'il soit dans une entreprise familiale, qu'il soit dans une entreprise anonyme. C'est un manager. Donc un manager doit pouvoir réagir. Tout à l'heure, dans sa chronique, ce que j'ai aimé, c'est la dame qui dit « J'ai perdu une soeur, c'est vrai, c'est malheureux, mais j'ai une bosse. » En fait, là, moi... Qu'est-ce qu'on privilégie apparemment? La bosse. Parce que la structure doit pouvoir progresser. Je suis d'accord sur ce point avec Franck. C'est la bosse. Parce que nous sommes dans une entreprise. Mais la jeune dame, elle n'est pas partie, puisqu'elle est sa bosse. Elle comprend pourquoi sa soeur se comporte comme ça. C'est vrai qu'en 2 couloirs, elle ne va pas lui parler de ses virées nocturnes, mais elle lui parlera du chiffre d'affaires de l'entreprise. Peut-être c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a perdu sa grande soeur. Mais il faut toujours rester, je reviens dessus, professionnel. Parce qu'une entreprise, on doit pouvoir la construire, elle doit se développer. C'est avec joie qu'on la laisse à nos enfants. Dans une de nos émissions, du moins, nous avons parlé des femmes qui avaient des noms, mais qui, elles, à leur tour, font connaître leurs prénoms. C'est-à-dire qu'elles ont hérité de leurs parents, mais maintenant, elles se font connaître dans la rigueur, par leur propre valeur. Il faut qu'on aille sur ce chemin, encourager plus de professionnalisme. Oui, mais Anna, est-ce que de façon claire... Si, en fait, on dit la même chose. Oui, c'est juste. Est-ce que c'est évident? C'est bon de le dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, Christelle, il y a toujours le côté affectif. Vous savez, Christelle, c'est vrai, c'est pour ça que l'Afrique a du mal à booster son émergence. Vous savez, parce qu'en Afrique, nous sommes trop émotifs. Il y a les sentiments qui jouent. La famille, le village. Vous voyez pourquoi Franck prospère avec sa femme dans leurs affaires? C'est vrai que c'est cher, mais j'aime aller manger là-bas. C'est le juste prix. Non, si, c'est le juste prix, parce que c'est succulent. Parce qu'ils ont dans leur tête, ils sont high dans leur tête. Ils veulent... Il a dit que c'est le système anglophone, hors antenne. C'est ça. Oui, donc en fait, c'est ça. C'est ça, cette culture-là. Il faut qu'on arrive à différencier cela, à intégrer dans notre subconscient que nous voulons entreprendre. Nous voulons demain... Stéphie, non, si sa femme ne travaille pas bien, est-ce qu'il peut la chasser? Stéphie, tu n'as pas la parole. Est-ce qu'il peut la chasser? Stéphie, tu n'as pas la parole. Mais c'est pas vrai. Tout à l'heure, elle parlait de la femme secrétaire. Elle parlait de la femme secrétaire. Moi, je dis, il faut savoir raison garder. Si dans l'entreprise familiale, elle occupe le poste de secrétaire,
c'est parce que c'est de secrétaire. Non, je n'ai pas parlé de simple secrétaire. agent. Voilà. Simple agent. C'est que c'est le poste de simple agent qu'elle doit prendre. Oui, mais elle doit se construire. Ça crée des frustrations. Stéphie, permettons. C'est parce que c'est l'émotion. Ça crée des frustrations. Elle a l'habitude de remonter la pente en travaillant. Vous n'avez pas la parole, mesdames. Mais il faut qu'on Non, réagisse. mais laissez-nous développer un peu. Moi, j'ai vécu ces cas-là, c'est pour ça que j'en parle. Non, moi, je suis d'accord avec Anna, en fait. Stéphie, vous n'avez pas la parole. Laissez-la terminer. Tout ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Allons-y. C'est l'émotion. Nous sommes encore toujours dans l'émotion. Non, parce que je suis calme, je suis frustrée. Quand ce n'est pas ton mari qui te frustre, qui te reprend, nous sommes toutes mariées, nous travaillons pour des gens, on nous reprend souvent même en pleine réunion. C'est parce que c'est ton mari qui t'a repris, tu ne vas pas continuer à travailler. Il ne mangera pas ce soir. Tu es une professionnelle. Une femme, je disais un jour à une de mes mentorées, une femme leader professionnelle doit sourire, même quand à l'intérieur ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder des objectifs devant toi. D'accord. Tu avances avec. Merci Anna. Moi j'ai une autre question. Même quand on ne travaille pas avec son mari, parfois on est frustré, on a tendance à vouloir réagir. À plus forte raison, quand tu travailles avec ton mari et que le côté affectif, quoi qu'on dise, on a beau être professionnel, il y a toujours le côté, au moins une petite parcelle d'affectivité qui nous pousse à réagir. Mais dans le cas d'une femme, par exemple, qui se retrouve au bas de l'échelle, alors que son mari est en haut de l'échelle et qu'il y a des personnes intermédiaires, on suppose même que ses collègues de temps en temps la charrient. Ses collègues de temps en temps la poussent à bout, en fait. Parce que dans les entreprises, on la taquine, on l'envoie, on lui fait faire des tâches vraiment qui sont Est-ce que ce sont des cas communs, ça, d'avoir Moi, je suis désolée, c'est ça quoi. Ça jouait sur son coup. Parce que chaque fois qu'elle se plaignait, continue et qu'elle gravisse les échelons. Elle n'aurait jamais dû aller travailler dans un tel contexte. Si elle n'a pas les compétences. L'entreprise familiale, ce n'est pas seulement monsieur et madame. L'entreprise familiale, on peut avoir les beaux-parents aussi qui travaillent. Oui, d'accord, merci Stéphie. On a bien compris. On peut se retirer. D'accord. Aller travailler ailleurs. Elle n'est pas obligée, on ne lui met pas le Là, je suis d'accord. Merci Stéphie. Mesdames, messieurs, Stéphie a beaucoup parlé. Elle a la parole et elle la garde définitivement. Voilà, faisons ce que tu veux. Et moi, je suis à côté d'elle. Donc, c'est attention. Voici pour vous, mesdames, messieurs, Confidence avec Stéphie. Voilà, alors nous avons le courrier d'une dame qui a requis l'anonymat. Elle a 30 ans et elle travaille dans une grande institution. Elle nous dit en substance qu'elle gagne bien sa vie et elle n'a pas à se plaindre. Mais depuis quelque temps, son époux a jugé bon de se mettre en couple, en griffe, avec une jeune fille qui est coiffeuse dans le quartier qu'ils habitent. Alors, tout le quartier en parle et la dame, elle se sent très mal à l'aise. Et elle nous dit en substance que cette fille ne la vaut pas. Cette fille n'est pas comme elle en fait. Parce qu'elle est coiffeuse, elle travaille dans une grande institution. La fille n'a pas de voiture, la fille est, excusez-moi l'expression, sale et tout. Donc, elle ne comprend pas comment est-ce que son mari puisse aller se vautrer en quelque sorte dans la boue. Bon, elle nous dit aussi que de plus en plus, ils se disputent et que son homme commence à découcher. Elle a donc besoin de nos conseils parce qu'elle ne s'en sort plus du tout. De dispute en dispute, le monsieur ne supporte plus. Et il lui a craché comme ça un jour que la petite la valait 1000 fois. Donc, elle nous demande des conseils pour pouvoir régler cette situation au plus vite. Parce que ça gêne un peu le voisinage quand ils font des histoires à des heures indues et tout. Et des fois, le monsieur sort, il va dormir chez la petite qui habite à 2 pas. Le quartier aussi est gêné par... Oui, le quartier aussi est gêné par la situation. Non, par la coiffeuse. Je pense même qu'ils se reconnaîtront. Par la coiffeuse aussi, parce qu'on sait tous, on sait toutes, je dirais plutôt, que dans les salons de coiffure, il y a souvent du papotage et tout. Donc, elle est la risée du quartier. Voilà, effectivement. Monsieur Anne Franck. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de conseil à donner. Ah bon? C'est ton mari, tu es gêné par le fait que l'ami IE soit d'un niveau inférieur. Mais tu devrais être gêné déjà par le fait qu'il y ait une autre amie, en fait. Et en plus, il découche, vous n'êtes pas liés à vie, quoi. Je veux dire que la vie continue, il faut sortir. C'est-à-dire sortir facilement comme ça? Tu t'assois, vous communiquez. Si le monsieur ne peut pas te traiter comme une épouse, pas de même morte, hein? Il faut... C'est un Américain. Honnêtement, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire, quoi? Va demander pardon, bien, on va aller demander pardon, on va lui parler, on va appeler le grand frère, le tonton, la grand-mère. La vie est courte, il faut chercher à être heureux le plus longtemps possible, quoi. Donc, je pense que s'il ne te traite pas comme une épouse, il faut partir.
Donc il doit laisser la place à la coiffeuse. Oui, c'est la place de la coiffeuse. Elle a déjà pris la place de toute façon. Voilà. Et puis ça n'a rien à voir. Anna, pour la fin. Non, mais Pour la fin. Dieu va atténuer. Pour une fois, comment ça? Voilà, elle va atténuer. En fait, ce que je veux dire, je suis parfaitement d'accord avec Franck. Franck, je partage parfaitement ce qu'il dit. Elle doit prendre ses bagages et partir? Non, pas seulement prendre ses bagages. La maison leur appartient à tous les deux. Peut-être que lui aussi peut prendre ses bagages. Mais ce que je veux dire... oui, ça c'est déjà... Même aux oiseaux, Dieu donne à manger. C'est pas à toi. Si tu t'en vas, tu vas manger encore. En fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, le monsieur est allé très loin. Au départ, à moins que Stéphanie finisse, je pensais à conseiller à madame d'échanger avec son mari. Mais je pense que là, ils ont vraiment atteint un point... C'est le point de non-retour. Un point culminant. Lequel? Déjà, qu'elle arrête de lui faire des histoires. Qu'elle arrête de lui faire des histoires. C'est parce qu'elle continue de lui faire des histoires qu'elle encourage à aller chez la petite. Et puis je la trouve, excusez-moi, le thème peut-être peut être un peu fort, mais elle est un peu hautaine, parce que même dans le courrier, ça se sent. On peut être d'une classe sociale, d'un niveau d'études et rester humble. Souvent, peut-être que c'est l'humilité qui manque à la dame. Peut-être que le mari recherche simplement l'humilité dans la petite coiffeuse. Et c'est pas faux. Tout simplement, certaines valeurs. Ça aussi, il faut qu'elle se remette en cause. Oui, voilà. En fait, je pense que tout a été pratiquement dit. Ce que je voulais ajouter, c'est que je n'ai pas apprécié le fait que la femme trouve l'autre inférieur et tout. Pas très propre. Voilà, non, c'est pas le plus important. C'est la femme jalouse. Hein, voilà, mais c'est pas le plus important. Le fait même de le mentionner, je veux dire, elle-même, ça ne l'agrandit pas. Voilà, donc arrêtez de penser comme ça. Le monsieur, il sait ce qu'il a vu en elle, qu'il a attiré et puis il est allé vers elle. Ça, je veux dire, elle n'a pas la maîtrise de ça. La seule chose qu'on n'arrive pas à vraiment contrôler, ce sont les sentiments. Il aime, il est avec elle, un point, un trait. Donc, elle n'a pas à chercher à savoir pourquoi ou bien c'est comment. Voilà, elle n'aura pas la réponse, tout compte fait. Elle n'aura pas la réponse. Si je peux me permettre, est-ce qu'il est possible de revenir à une situation normale quand son mari va dormir chez la coiffeuse, que tout le monde sait qui est la coiffeuse et que le mari vit carrément là-bas? Est-ce qu'il est possible de revenir à une situation où on vit encore heureux? Il est possible. Je pense, mais si on déménage, parce que là, on est la risée du quartier, et là, ça pose un problème. Moi, je pense aussi, comme vous, hein, que le fait de parler, je pense que c'est aussi une femme frustrée et blessée. Faut comprendre, donc, c'est des mots d'une personne blessée, à mon avis. Et le truc, c'est que on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir la situation. C'est peut-être ça. Voilà, on peut avoir une situation professionnelle, comment dire, voilà, et ne pas avoir l'essentiel. Après tout, c'est la beauté du cœur qui prime. Voilà. Et donc, c'est le plus important. Donc moi, je pense que si ça va pas, comme Franck l'a dit, elle a l'option de partir, de parler avec. Comme on est en Afrique, les parents généralement s'en mêlent. Et donc, peut-être qu'on peut arranger, coller un peu les morceaux, mais coller les morceaux, mais je pense que ce sera difficile pour elle de continuer à évoluer dans le quartier. Donc, il faut qu'elle... Avec tous les gossips, la responsabilité incombe aux deux. Moi, je ne voudrais pas accuser le monsieur, je ne voudrais pas accuser la dame. Quand il y a un problème dans un couple, dans un couple, on n'est pas seul, on est deux. Donc, il faut résoudre ce problème à deux. Même s'il y a un qui se fait, même s'il y a un qui a une attitude un peu désobligeante, il faut faire cet effort-là, d'aller vers l'autre calmement pour lui parler. Et si ça ne va pas, je suppose qu'ils sont mariés, ils ont des témoins. Ils ont des témoins, il y a des personnes influentes qui peuvent intervenir une dernière fois au moins, puisqu'elle tient. Elle tient avant notre conseil, avant de prendre sa décision. Bon, on y va dans la femme dans tous ses états. Et elle n'est autre que l'épouse de M. Ané. Elle nous donne un peu sa vision des fêtes. Notre thématique reste la même, voilà, comment garder une bonne ambiance quand on travaille en famille. Écoutons la version des faits de Madame Vogo. Ané. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de travailler en famille? Pour nous, c'était vraiment un concours de circonstances. On s'est retrouvés, on s'est connus dans le métier et puis on est restés ensemble dans le métier. Donc, ce n'est pas une décision en tant que telle qu'on a prise, c'est vraiment, on s'est rencontrés et puis on a commencé à travailler ensemble et puis voilà. Et ça a bien marché, donc on a continué. Quels sont les avantages et inconvénients de travailler en famille?
Pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients parce que je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, on a un nouveau-né qui est malade. Donc du coup, je vais être à la maison pendant ces jours pour m'occuper de lui. Il comprendra. Ça, c'est juste un exemple. Donc le côté familial, ça fonctionne plus facilement. Quand il y a un problème dans la famille, c'est un avantage. Et aussi, vous avez les mêmes intérêts. Honnêtement, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les inconvénients, c'est peut-être que bon, quelquefois, la personne te saoule un peu. Il y a des partenaires qui sont bons en amour et qui ne sont pas bons en business. Et si tu tombes sur ce genre de partenaire, c'est un problème. Et donc, du coup, quand tu as la chance d'avoir quelqu'un avec qui ça fonctionne et côté émotionnel et côté business, bon, tu as tout gagné, quoi. Le fait de travailler ensemble n'est-il pas un tue-l'amour? Moi, je pense que ça peut renforcer l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vois un autre côté de ton conjoint au travail. Et ça te permet d'apprécier un peu plus qui la personne est. Moi, quand je regarde mon mari travailler, aller sur les tables ou faire des cocktails, ou même dans les réunions, vraiment business, quand on est ensemble et qu'il parle, il m'épate encore. Et vraiment, ça, pour moi, ça renforce quelque chose quand je le vois travailler. Il est différent à la maison. À la maison, il joue aux jeux vidéo. Bon, quelquefois, les enfants ont besoin de son aide. Il est paresseux. Donc, tu vois son mauvais côté là. Mais quand il travaille, du coup, il devient sexy, il devient responsable. Donc, je pense qu'au contraire, ça aide, quoi. Quels seront vos conseils pour être heureux ensemble, au travail et à la maison? Ok, je pense que pour être heureux au travail et à la maison ensemble, il y a deux volets que je pense qui sont vraiment importants. La communication et secondo, ne jamais accepter ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire prendre son énergie pour vraiment combattre ce qui n'est pas normal et non l'énergie pour accepter ce qui n'est pas normal. C'est deux choses différentes. Donc c'est un peu ma manière de voir les choses. C'était votre épouse, Madame Vogoane, Christelle. Et pendant qu'elle intervenait, surtout sur votre attitude à la maison, vous étiez là comme ça, vraiment. C'est vrai, c'est faux. Elle m'a dévoilé. Elle dit à la maison, il est paresseux. Mais entreprise, voilà, c'est le bout de ton train. Entreprise, hein, souvent. Ah bon? Oui. Non, c'est l'avantage qu'on a. Honnêtement, comme je disais tout à l'heure, elle travaille beaucoup plus que moi. Mais bon, c'est ça aussi les avantages de travailler en couple. Hein. Je pense que si j'avais un autre partenaire, il m'aurait viré depuis longtemps, quoi. Et elle aussi, elle a dit que le petit était un peu souffrant. Oui. Donc elle est restée à la maison, mais sans demande d'explication, sans demande de permission. Quoi. La flexibilité. Voilà. Lorsqu'on travaille en famille. Parce qu'après, vous avez les mêmes intérêts. Vous pouvez aussi, il y en a une qui doit aller en vacances, en guillemets, avec les enfants, ça ne te dérange pas, quoi. Même si tu as déjà eu tes congés, tu sais que, bon, vous avez les mêmes intérêts. Donc on tolère plusieurs choses qu'on ne pourrait pas forcément tolérer si on avait un autre partenaire. Si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, rassurez-vous, vous pouvez nous revoir le mercredi à partir de 21h45. Pour l'instant, nous sommes à l'instant renversé. Bon, pas aussi renversé que ça. Hein. Aujourd'hui, monsieur est né, évidemment, cela n'est pas étranger à votre univers, n'est-ce pas? C'est la Daba, ça. C'est la Daba. Alors, il s'agit pour vous de nous dire un peu, de nous faire placer un couvert, en fait, et de nous dire à quoi servirait tel ou tel, où est-ce qu'on place la fourchette, la petite cuillère sert à quoi, ou ce grand verre. En fait, comment est-ce qu'on dresse un couvert? Et le rôle, évidemment, la fonction de chacun. Ok. Je vais là? Oui. Ok. Et, bon, déjà, l'assiette, on la place comme ça ou on la retourne sur... Non, il faut toujours placer l'assiette comme ça. Comme ça? Oui, toujours. D'accord. Toujours. Les seules choses qu'on retourne souvent... Parce que justement, souvent à la maison, dans certaines maisons, quand vous arrivez, quand on vous sert, c'est comme ça. Généralement, ça, c'est à l'extérieur, quand on veut éviter la poussière. Et généralement, ce sont les verres qu'on retourne. Voilà. Donc déjà, bon, l'assiette... C'est comme ça? La plupart du temps, elle n'est pas à table quand c'est un buffet et tout. Et ça, c'est un verre à eau. On peut avoir toutes sortes de verres à eau. On n'est pas obligé d'avoir... Maintenant, la tendance, on est vraiment vers des verres simples comme ça. Ouais. Voilà, pour ceux qui boivent du vin, vous avez un verre à vin qui se met après le verre à eau. Okay.
Ça, c'est très important dans les maisons. On n'en voit pas souvent. On en voit plutôt au restaurant, même pas dans tous les restos. Mais c'est ce qu'on appelle normalement l'assiette de beurre et pain, B&B, qu'on utilise généralement quand on veut les tartines et les compagnies avant de commencer à manger. Mais surtout, c'est utile parce que quand on mange son poisson à la maison, bien son poulet braisé, c'est bien d'avoir à mettre les os ou les arêtes dans quelque chose à côté. Pour la révision après. Voilà. Et ton assiette est toujours clean au fur et à mesure que tu manges. Ouais, c'est voilà, clean, c'est intéressant. Naturellement, le couteau qu'on met toujours à droite, ok. Dans les grandes familles, dans les anciens systèmes, ça c'est la cuillère à café qu'on mettra là. Ok. À côté, on mettra une cuillère à soupe, ok. Et puis ça c'est là, on mettra déjà ça qui est la fourchette, ok, pour le repas. On a une fourchette qui est un peu plus petite, qui est la fourchette généralement à salade, ok. Ce couteau, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser. Pourquoi? Bah parce que souvent, quand il y a des gens qui mettent 2 couteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais généralement, ça, c'est une fourchette à salade. La salade, on peut la manger simplement avec ça. On n'a pas besoin d'avoir un autre couteau. Tout est déjà découpé comme il faut, on n'a pas besoin. Voilà. Après, ça, c'est le système très classique. Mais vous pouvez avoir aussi, par exemple, quand vous allez aux réceptions, vous voyez qu'on vous met ça comme ça. Donc, quand vous mangez l'entrée, on vous enlève ça. Et après, pour le plat de résistance, vous avez ce qui suit. Et ceux qui sont au riz et la sauce simple tous les jours à la maison. Pour eux, c'est très simple. La cuillère vient juste après le couteau. Et puis ça, c'est vraiment le plus simple de simple. Voilà. Ça, c'est le simple que tout le monde fait à la maison, même sans ça. Donc la fourchette à gauche, le couteau à droite et la cuillère après le couteau. Le verre à eau juste là et le verre à vin derrière. Ça, toujours le vin, toujours... Pour ceux qui ne boivent pas de vin, qui sont ils peuvent aller comme ça. Voilà. Voilà, on vient de finir l'instant renversé où notre invité nous a appris comment placer donc un couvert et surtout le rôle et la fonction des couverts. C'est la fin de l'émission. Ça passe vite. Hein? Oui. Ça passe vite. Parce que c'est intéressant. Oui, c'est trop intéressant. Alors, un dernier mot. Oui, pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent, je pense qu'il faut pas... travailler en famille et tout. Il ne faut pas hésiter à travailler avec la famille. Il faut juste regarder les compétences de la personne avec laquelle on veut travailler, en fait. Il faut que les compétences priment. Il faut pas que... Et quand on travaille avec la famille que ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à le dire. C'est comme en couple, il faut le dire. Et il faut que quelqu'un sorte de l'entreprise pour que l'entreprise évolue, il faut sortir. Et puis la vie continue. Sans état d'âme. Voilà. Abi. Moi, je dirais que la famille reste sacrée et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas une mince affaire que de travailler en famille. Il y a de super beaux exemples de réussite ou succès d'entreprises familiales qui donnent envie. Et c'est éclatant. On gagne beaucoup d'argent, mais tout ce qui brille n'est malheureusement pas or. Beaucoup de choses peuvent fragiliser la bonne marche de l'entreprise, au rang desquelles les différends d'ordre privé, la lutte pour un positionnement ou pour une succession. De même, des désaccords d'ordre professionnel peuvent menacer l'harmonie familiale. Ça, c'est indéniable. L'idéal serait de regarder résolument dans la même direction. Dans ce cas, on construit dans le même sens en étant complémentaires. Je dirais enfin que travailler ensemble, c'est tout bénef pour la famille. Mais si ça ne marche pas, ça c'est si ça marche, hein, et si ça ne marche pas, c'est aussi toute la famille qui vacille. Voilà. Ça ne vacille pas surtout. Stéphie. La relation naturelle et affective qui existe entre les membres d'une même famille ne reste pas toujours hors du cadre professionnel malheureusement. Et pour pouvoir parer à toute éventualité, il faudrait veiller à ce que la base soit solide. Bien entendu, vous avez besoin d'avoir un contrat, comme Anna nous le disait tout à l'heure, un bon cahier de charges. Il faut aussi de la fermeté et une excellente communication qui permet à chacun de clarifier les attentes et de savoir sur quel pied marcher. On ne fait pas n'importe quoi en entreprise, alors faisons attention. Et surtout pour ces directeurs d'entreprise qui parfois ont des parents qui sont un peu difficiles, des parents récalcitrants qui ont de mauvais comportements, il faut très rapidement, comme on l'a dit, trouver le moyen de pouvoir les extraire de la société afin de ne pas tuer, de ne pas casser tous les acquis qu'on a pu avoir. Voilà. Je retiens le mot extraire. Extrait en griffe. On dit. Oui, en conclusion, je dirais tout simplement que travailler en famille présente des avantages,
Mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse que travailler en famille, c'est assez vulnérable. Donc, quand il y a la cohésion familiale s'effrite, le plus souvent, ça met en mal le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, il faut tout simplement arriver à faire le distinguo entre ce qui est affectif et puis la société. Et quand c'est comme ça, tout va pour le mieux. Merci Anzi. Anna. Merci beaucoup. Moi, en conclusion, je voulais dire que le travail en famille permet aux membres de la famille d'assurer leur autonomie financière déjà. Ce travail en famille là, permet également de créer des emplois, d'abord pour les membres de sa famille et ensuite pour la population de sa communauté. Travailler en famille également permet de mettre ses enfants à l'abri du besoin de recherche d'emploi. Mais pour que l'entreprise familiale puisse se développer, il faut privilégier le professionnalisme. Privilégier le professionnalisme, tout à l'heure Stéphie le disait, en dehors du contrat, il faut penser à renforcer les capacités des membres de la famille, à pouvoir prendre en charge cette structure. Il faut également penser à spécialiser ses enfants, parce que demain, ils vont prendre la relève. Donc déjà, dans leurs études, il faut planifier le type d'études qu'ils doivent suivre pour que demain, ils puissent vous relayer. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup. Que retenir de tout ce que vous avez dit? Il faut beaucoup de professionnalisme, diminuer l'affectif et surtout planifier. Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Après nous, il y aura une génération qui viendra. Il faut les préparer pour ne pas justement qu'après le départ des parents, ils se battent pour départ. J'ai droit à 10, tu as droit à 5 parce que tu es... Enfin bref. Donc il s'agit de planifier, de préparer. Et on revient pour dire beaucoup de professionnalisme et puis de maturité surtout. Et puis soyez sensibles à la compatibilité. Ce n'est pas parce que c'est la sœur de mon père que, bon, c'est forcément celle-là qui doit être aux ressources humaines pour recruter donc les membres du village. Enfin bref. Alors, donc, allez sur la page Facebook de l'émission, réagissez. Si vous avez des thématiques à proposer, allez-y, je vous en prie. Si vous avez aussi des histoires à partager, à raconter, rassurez-vous, vous pouvez donc le faire avec Stéphie. Abby également disponible sur la page. Anzi, Anna, vraiment merci pour tous ceux-là qui, de partout dans le monde, qui regardent l'émission. Vous êtes nombreux de plus en plus à réagir. Merci, on vous aime. Monsieur Anné, merci. Et merci à madame qui vous a autorisé à venir. C'est très important. Iri. Je m'ai autorisé à venir. Oui, mais attendez. Ah, c'est les hommes. On va refaire une émission, une nouvelle émission. Non, mais on va pas rentrer dans son jeu. Oui, si elle disait non, écoute chérie, je sens pas, j'ai pas très envie. N'oubliez pas que c'est moi le boss. Oui, mais celle qui dirigeait. En tout cas, encore une fois, merci. Merci à toute la régie, merci aux techniciens, à la réalisation. Et merci à Wafa, merci à tout le monde. Merci les filles. Anzi, la semaine prochaine encore, on fait l'uniforme, n'est-ce pas? Bon. Et merci à Alain Chapeau pour le maquillage, hein, c'est important. Et puis à Mamie Secrète, comment il faut quand même la saluer. Mesdames, on n'a pas oublié quelqu'un? Non, tout va bien. Merci beaucoup. Allez, on se retrouvera samedi prochain pour une autre émission avec l'escale du mercredi. Bisous, bye bye. Ce programme vous a été offert par la RTI.